la Covid. Après, il y a eu des événements politiques. Aujourd'hui, on est face à une situation difficile qui nous oblige à redresser l'économie. Il y aura certainement, si on ne fait pas attention... Bien sûr, en fait, parce qu'on a eu une crise inédite, et qui fait qu'aujourd'hui, dans ce monde... Il y a des crises qui se succèdent et finalement... on a eu une crise de la Covid. Quand la Covid est terminée, on a eu une crise de la reprise. Parce que les terminaux étaient fermés, les ports étaient fermés, ça a impacté le coût du fret. On est sorti de là, il y a eu la guerre en Ukraine. À tout cela, nous avons ajouté une crise interne, avec une crise politique qui a démarré en 2021, pour continuer jusqu'à maintenant. Puisque quand on regarde le champ politique, on a l'impression que c'est ce combat-là entre le PASTEF et la paix qui continue. On ne peut pas subir autant de crises externes et créer, nous, des crises en interne. Je le disais à ce régime-là quand ils sont arrivés. Je disais au Premier ministre, votre discours ne me convient pas. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir dans nos pays avec une majorité étriquée. Il faut élargir votre majorité. Parce que c'est ça qui donne de la base à votre régime. Aujourd'hui, quand j'entends le pouvoir nous parler de parti-État, mais quand un parti devient un parti-État, les problèmes du parti deviennent les problèmes de l'État. Ça fait quelques mois, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une crise entre le président de la République et son Premier ministre, et automatiquement, au lieu de travailler, au lieu de parler solutions au peuple, les ministres ont commencé à donner des gages au Premier ministre ou au président de la République. Et là, on parle de légitimité et de légalité. Vous voyez, les gens sont en train de nous plonger encore dans des crises artificielles, alors que le moment doit être un temps de redressement. Quand on dit qu'on doit redresser, c'est l'effort de tout le monde, à commencer par le régime. Je disais que ce pays s'admise avec des majorités plus larges. Vous prenez une coalition comme Benno Bokk Yakaar, qui a connu des crises. La LD-MPT a explosé avec une LD debout et une LD couchée. Le PS a explosé entre Khalifa et Ousmane Tanor Dieng. L'AFP a explosé entre Moustapha Niasse et Malick Gakou. Mais à aucun moment, ces crises dans la coalition n'ont impacté le train de vie de l'État. C'est vers ça qu'on doit aller. Une stabilité de l'État qui doit être hors de portée des contingences et des conflits politiques pour qu'on se donne un temps, le temps du redressement, et après, le temps de l'avancement. Donc aujourd'hui, c'est une responsabilité. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que là, il n'y a plus Yewwi. Diomaye président, est en train de fonctionner, mais peut-être, à un niveau... Il n'y a même plus Diomaye président. Diomaye président n'est pas allé aux élections législatives. Mais c'est là où on voit les grands leaders. J'écoutais hier le Premier ministre en Turquie dire que nous ne travaillons pas assez. Mais travailler, l'autre, c'est de mobiliser les énergies. C'est d'être un catalyseur, d'être un élément de congruence. Vous ne pouvez pas être un élément subversif et vouloir mobiliser les Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qui interpelle tout le monde. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne souhaite pas rester sur les résultats de la présidentielle. Je ne souhaite pas rester sur ce conflit du passé. Aujourd'hui, notre pays mérite mieux. Si on ne le fait pas, quelque chose va nous rattraper. Et l'accélérateur du temps pour un pays ou pour un territoire, c'est la démographie. La démographie du pays ne nous attend pas. Cette année, nous avons eu 70 000 nouveaux bacheliers. Sur 5 ans, ça fait 350 000 bacheliers. Mais si on ne construit pas d'université nouvelle, je suis sûr qu'il n'y en aura pas sur les 5 prochaines années, puisque nous sommes en crise. Si on n'en construit pas d'ici à 5 ans ou d'ici 10 ans, ça veut dire qu'on aura 500 000 bacheliers qui vont percuter notre monde universitaire sans qu'on ait les capacités d'accueil. Vous vous rendez compte des gaps et des besoins en investissement qu'on a? Donc d'où l'importance qu'il y a à réfléchir à réfléchir et à partager les efforts et les réflexions. Omar, j'ai été à la ville de Dakar. Est-ce que vous savez que vous allez en France ou ailleurs? Actuellement en France, on implante les universités en fonction des besoins démographiques. Nous tous, quand on est arrivé en France, on nous a jetés à Perpignan ou à Toulouse parce que c'était des zones où les populations étaient âgées. Vous allez aux États-Unis, vous avez des villes universitaires. Vous savez que la ville de Dakar n'a aucun lien avec l'université de Dakar. Aucun lien administratif ni direct. À un moment même, on a voulu... Même si elle donne des bourses. Même si elle donne des bourses. À un moment, vous savez ce qu'on a voulu faire? On était choqués par la précarité et la pauvreté à l'université. Ou, disons-le, on a même des jeunes filles qui se livrent à des pratiques terribles juste pour avoir un ticket restaurant ou vivre à leurs besoins. Nous avons voulu offrir des tickets gratuits. On nous l'a refusé. Vous savez qu'aujourd'hui, si tous les étudiants se mobilisent pour dire que nous allons nous inscrire sur le fichier électoral de Dakar ou de Fan.Amitié, c'est eux qui vont élire le maire de Point et voire même peut-être le maire de Dakar. Vous ne pouvez pas avoir dans une ville une université de 50 000, entre 50 000 et 100 000 étudiants sans aucun lien administratif avec la ville. Donc c'est vous dire que
nous avons besoin de partager les efforts. Nous avons besoin de partager la réflexion. Nous avons besoin d'avoir un esprit de dépassement et d'avancement. Je pense que les Sénégalais méritent ça et le pays en a besoin puisque quelle que soit la légitimité qu'on a, on connaît maintenant les cycles politiques. Si les Sénégalais ne sont pas satisfaits, ils chercheront autre chose et il ne faudra pas penser que les Sénégalais ne sont pas ambitieux ou ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils le savent, ils ont l'espoir. Aidons-les à concrétiser cet espoir-là. Mais cette légitimité-là dont on parle justement, elle ne doit pas être appréhendée sous l'angle président ceci, Premier ministre cela. Vous avez entendu le débat, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je refuse, moi, de m'immiscer dans les affaires de ce parti. Vous savez, c'est l'évolution de notre démocratie, c'est la crise qu'on a eue. Moi, une fois, j'ai entendu le Premier ministre dire que l'opposition n'a qu'un programme, c'est de faire en sorte de dire que demain, le président Diomaye et Sonko vont se séparer. Aujourd'hui qu'ils ont une crise, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Ça permet juste de comprendre une chose. Ce parti n'est pas hors de portée de toutes les contingences politiques. C'est un parti comme tous les autres, qui connaîtra le cycle politique comme tous les autres. Oui. D'où l'importance qu'il y a à faire les efforts pour mettre ces conflits-là hors de portée du fonctionnement de l'État. Parce qu'ils vont tomber dans leur propre piège. S'ils ouvrent eux-mêmes une phase de crise interne de leur parti qui va impacter le fonctionnement de l'État, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais dans 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'auront rien à donner aux Sénégalais et je ne pense pas que ce pays peut se permettre de subir cette crise économique-là que nous connaissons tous, où les Sénégalais sont en train de souffrir le martyre. Je pense que ils ont été élus, comme je l'ai dit, avec une certaine légitimité. Et cette légitimité n'a de sens que si elle permet aux Sénégalais d'aller au bout de l'espoir qu'ils ont eu en votant aussi massivement pour eux. D'accord. Alors, dans les chantiers en cours, il y a évidemment la transparence et la bonne gouvernance. Et dans ce cadre, 4 projets de loi seront